Problème, Philippe. Bonjour à tous, merci à vous d'être présents ce matin pour ce nouveau webinaire de Finance Innovation. Je suis Cyril Armange, directeur général adjoint du pôle de compétitivité Finance Innovation, et aujourd'hui, ce matin, j'ai le plaisir d'aborder avec nos invités le sujet de la banque privée. Alors la banque privée est en quelque sorte en transition, de nombreux chantiers sont en cours, que ce soit sur l'adaptation du modèle d'affaires, sur la refonte opérationnelle, sur la transformation digitale et également le relais générationnel. On voit aujourd'hui que ce secteur a été un petit peu à la croisée des chemins. Et pour ça, et pour aborder ce sujet qui est à la fois très vaste, mais également très précis, j'ai le plaisir d'accueillir les associés du cabinet Noveo, qui sont membres de Finance Innovation. Je propose peut-être un premier tour de table avec la présentation d'Olivier, Philippe, Geoffroy sur leur rôle au sein de ce cabinet, et quelques mots également sur l'activité de ce cabinet. Olivier, je te laisse ouvrir les échanges. Merci à toi. Oui, merci Cyril. Donc, je suis Olivier Laloum, je suis le responsable du bureau de Paris du cabinet Noveo Conseil. Noveo Conseil est un cabinet de conseil en stratégie et management, positionné sur le domaine des services et plus particulièrement sur le domaine de la finance. C'est un cabinet qui a une bonne quinzaine d'années d'existence, donc il y a un certain recul, et qui intervient sur ce domaine-là en accompagnement stratégique, pour des sujets de fusion-acquisition, de revue de business model, d'études de marché, mais qui intervient également en management, donc pour des actions de transformation des établissements bancaires, notamment, que ce soit sur des refontes de process, des refontes d'organisation, de la mise en place de réglementation, il y en a beaucoup dans notre domaine, du risk management jusqu'aux mises en place de systèmes d'information. Voilà, donc ça c'est général, et c'est à peu près le positionnement qu'on a. On a un positionnement aussi très international, comme vous pouvez le voir. Je vais passer la parole à mes collègues, mais nous sommes présents donc en Suisse et au Luxembourg également. Très bien, alors Philippe Perle, moi je suis donc l'associé sur le bureau de Genève. Je suis un ancien banquier, je suis administrateur de différents établissements bancaires et financiers en Suisse. Donc la Suisse qui est quand même la place principale de la banque privée internationale. Voilà, donc je laisse peut-être la parole à Geoffroy pour se présenter, puis ensuite je pense qu'on va attaquer dans le vif du sujet. Merci Philippe. Pour ma part, Geoffroy Gailly, donc je suis l'associé en charge du bureau luxembourgeois de Noveo, bureau qui est plus récent que celui de mes collègues, puisque le bureau a été créé en janvier 2019. Puis pour ma part, j'ai un passé notamment dans les Big Four. J'ai fait plus de 11 années chez KPMG en tant qu'associé. Voilà. Merci Geoffroy. Donc vous l'avez compris, on aura 3 tonalités de la banque privée à travers 3 territoires différents, donc la France, la Suisse et le Luxembourg. Et la première question qui semble naturelle aujourd'hui, notamment après cette période post-Covid, quelle est la situation actuelle de la banque privée en Europe aujourd'hui? Olivier, tu peux nous faire un panorama, une perspective de ton point de vue côté France déjà? Oui, je vais vous répondre sur la vision que j'en ai sur la France, et puis je laisserai mes deux collègues vous donner leur point de vue local. Alors l'année 2020 et l'avènement du Covid, finalement quand on regarde la situation des banques privées à cette occasion, on va constater qu'en réalité tout s'est très bien passé. C'est-à-dire qu'en fait l'année a été une très bonne année, l'année 2020. Elle a été une très bonne année, même s'il y a eu le Covid effectivement, et donc ça a généré des choses, mais l'année a été très bonne d'un point de vue collecte. Alors, on a tous entendu dire que les Français épargnaient beaucoup et ont beaucoup épargné pendant cette période. C'est le cas également des Français aisés, puisqu'en fait, la collecte a augmenté de plus de 10%, ce qui est beaucoup, ce qui est énorme,
donc une forte collecte. Et puis, donc, le Covid est arrivé, le premier confinement est arrivé et les marchés ont chuté. Donc les marchés ont chuté, les avoirs des clients qui sont sur les marchés ont évidemment subi cette baisse des cours et donc une moindre valorisation des commissions sur encours. Par contre, les marchés se sont repris au fil de l'année. Vous savez qu'aujourd'hui, on a battu les records sur le CAC 40. Donc les commissions sur encours se sont bien tenues. Et en parallèle, il y a eu beaucoup de mouvements de portefeuille, donc il y a eu beaucoup de commissions sur transactions. Donc globalement, l'année 2020 et la tendance en 2021 est la même. Pas d'impact négatif du Covid sur l'activité des banques privées. L'impact qu'on a pu voir ici en France, mais je pense que c'est un peu valable aussi chez mes collègues, c'est un impact plutôt positif puisque ça a accéléré les transformations en cours. Les transformations vers la digitalisation. Hein. On était à distance, donc là aussi, ça a permis de montrer l'importance d'avoir une connexion digitale et puis une relation digitale avec son banquier. Et donc, tous les projets de digitalisation ont été accélérés ou ont été lancés quand ce n'était pas le cas. Le deuxième axe d'accélération, ça a été vers la finance verte. Donc tout ce qui est ESG, ISR, etc. Et là, avec une accélération des allocations vers ces produits. Donc, voilà les deux tendances que j'ai pu observer ici en France sur la situation du marché de la banque privée. Philippe, ton retour sur le marché suisse, est-ce que tu observes les mêmes tendances? Est-ce qu'il y a des sur le marché suisse, Cyril, la situation est assez semblable, c'est-à-dire que ce qu'on peut dire, c'est que la banque privée, en tout cas l'industrie de la banque privée en Suisse, se porte plutôt bien, voire très bien, puisque on a eu ces 2 dernières années, y compris l'année 2021, d'excellents résultats au niveau de l'industrie, tant au niveau de l'afflux net de capitaux qu'au niveau de l'augmentation des revenus. Et le chiffre que mettait en avant Olivier, c'est à peu près ce que nous avons également ici en Suisse, en tout cas cette année. On peut expliquer cela aussi par la très bonne tenue des marchés. Ça, c'est vraiment un point qui est quand même très porteur. Ensuite, je dirais, il reste quand même dans cette industrie des challenges qui sont quand même assez importants. Notamment en matière de compétitivité. Je pense qu'on va en discuter un peu plus en détail tout à l'heure. Et puis, je crois qu'il y a aussi un point important qui explique peut-être ce qui s'est passé, en tout cas au niveau des afflux nets. C'est peut-être le contexte de stabilité ou d'instabilité politique que l'on voit un peu dans le monde. Et je dois dire que la Suisse, en tout cas, reste justement une place prépondérante pour attirer des capitaux. Ça reste quand même la première place financière au monde, même s'il y a quand même une compétitivité entre les places financières. C'est quand même un élément important à mentionner ici. Juste peut-être quelques chiffres pour rappeler. La Suisse aujourd'hui, c'est quand même un panorama de pure players. On a à peu près 96 banques aujourd'hui. Sur les 220 banques qu'il y a en Suisse. Et pure player, on est 96, mais on a quand même eu je dirais une consolidation du marché de pratiquement 40% sur les 10 dernières années. D'accord? Donc c'est quand même un phénomène important qui montre aussi un des challenges de cette compétitivité. On va aussi peut-être en discuter un peu plus tard. Et puis aussi au niveau en termes de taille, les actifs gérés en Suisse, c'est 2,6 trillions de dollars aujourd'hui, donc ce qui est énorme. Voilà. Donc la Suisse, elle reste une place prépondérante, ne serait-ce que parce qu'elle offre une certaine, je dirais, comme avantage, une certaine sécurité, une certaine stabilité financière et politique, et je pense un réel savoir-faire en matière de gestion patrimoniale, pour une clientèle vraiment pas seulement suisse, mais plutôt internationale.
Il y a aussi un point de divergence peut-être avec l'approche de la banque privée pour Paris ou pour Luxembourg, qui ont leurs spécificités. Voilà. Merci Philippe. Geoffroy, de ton côté, qu'en est-il du marché? On est aussi dans un contexte florissant, porteur. Oui, tout à fait. Alors, juste en aparté, je suis désolé, j'ai des petits soucis techniques, j'ai dû me déconnecter plusieurs fois. Si ça repart, je reviendrai le plus vite possible. Voilà. Donc, oui, de notre côté au Luxembourg, comme pour mes collègues, la banque privée va plutôt bien aujourd'hui. L'année 2020, les chiffres ont été publiés, a été plutôt positive, avec une légère croissance entre 1,5 et 2% de croissance de revenus. Mais il faut souligner que c'est une croissance qui intervient dans un contexte de plus de 8 années de croissance consécutive, à l'exception notable de 2016, qui avait été le seul bémol dans l'historique des revenus de la banque privée. Donc la croissance est là. Par contre, on observe, et ça c'est évidemment l'indicateur un peu plus embêtant, que la croissance des coûts opérationnels est plus forte que la croissance des revenus opérationnels. C'est pas stable, c'est pas systématique, mais sur l'année 2020 par exemple, c'était très sensible avec plus de 10% de hausse des coûts, qui en plus ne peuvent pas être attribués à une hausse du staff, puisqu'il y a globalement dans la banque privée une décroissance assez forte du nombre de personnes employées au fil du temps. Alors, pour dresser peut-être juste rapidement le panorama de la banque privée luxembourgeoise, aujourd'hui, il faut vraiment se rendre compte que le marché luxembourgeois est en mutation. On vient, il y a 30 ans, même il y a encore 20 ans, d'un marché mass affluent, où on avait beaucoup de clientèle limitrophe qui venait profiter de la discrétion, on va dire, du Luxembourg en matière de banque privée. Aujourd'hui, notamment grâce aux mesures de transparence fiscale dans un jeu que le Luxembourg a joué pleinement, cette clientèle-là a eu une forte tendance à se réduire. Il faut aussi dire que les marchés domestiques, comme la France ou la Belgique par exemple, ont énormément développé leur marché de la banque privée, et ça a permis à cette clientèle qui était majoritairement belge, française ou allemande de profiter de ce type de service à domicile. Et le remplacement, la mutation dont je parlais, s'est fait par l'arrivée très importante des ultra high net worth au Luxembourg, avec des portefeuilles de plus de 20 millions d'euros d'actifs. Et aujourd'hui, ce type de portefeuille, ce type d'individu occupe plus de 60% des actifs des banques privées au Luxembourg. Voilà. Alors, l'effet de cette mutation, c'est qu'aujourd'hui, on a au Luxembourg un écosystème autour de la banque privée qui est extrêmement développé, avec bien entendu du conseil fiscal, du conseil juridique, mais aussi par exemple de la planification successorale ou de l'assurance vie qui a énormément bénéficié de l'évolution de la banque privée. Et puis, cette évolution, elle est due principalement au fait qu'il y a au Luxembourg une maîtrise très 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 forte de la fiscalité transfrontalière européenne. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui plaît dans un contexte où les gens sont de plus en plus mobiles et où les fortunes sont de plus en plus transnationales. Voilà. Juste pour compléter le panorama, on peut dire que suite à la crise sanitaire dont on a déjà parlé, l'offre omnicanal s'est beaucoup développée. Le Luxembourg restait frileux sur le côté omnicanal. Aujourd'hui, c'est quelque chose de complètement mis en place, de complètement accepté, même pour le public ultra high net worth, dont on sait que c'est un public qui se déplace peu et qui se fait plutôt représenter. Et puis, voilà, on parlera d'innovation dans cette conférence. N'oublions pas que le Luxembourg, c'est le Luxembourg Stock Exchange, par exemple, qui a été le premier à offrir des produits Sharia compliant, du renminbi, les green bonds qui sont sortis il y a plus de 2 ans, avant qu'on parle de SFRD ou autre. Donc voilà, tout ça est un terreau favorable pour qu'on continue à se développer la banque privée au Luxembourg. Merci Geoffroy. Donc on a bien compris que le bilan de santé est plutôt bon, mais que néanmoins, Geoffroy, tu le disais un petit peu en filigrane, il y a un certain nombre de challenges, de défis, notamment sur la rentabilité opérationnelle. Olivier, tu peux nous en dire un petit peu plus aujourd'hui sur les challenges qui se présentent pour ce secteur de la banque privée?
Oui, alors juste pour vérifier, vous m'entendez bien? Oui, on Oui. t'entend, Olivier. Parce que moi, mon image est figée, alors j'avais peur que ça ne Ah, passe pas. et l'image bonne aussi. Ok, très bien. Alors, effectivement, il faut prendre un peu de recul et regarder un petit peu le contexte dans lequel on se trouve. Alors, encore une fois, hein, je parle pour la France, mais il y a quand même beaucoup de similitudes, comme on a pu le voir avec Geoffroy et Philippe. On est depuis une bonne dizaine d'années au moins, on est dans un contexte de lente érosion de la rentabilité des actifs gérés. Et ça s'explique à la fois par une baisse des revenus de ces actifs qui sont liés à la fois à un contexte concurrentiel encore plus fort que par le passé, euh, un impact des réglementations. Hein, la MIF a réduit une partie des revenus de la gestion privée. Le contexte des taux bas également, là aussi, ce sont des revenus en moins pour les banques privées. Donc, une baisse des revenus lente, mais constante. Et en parallèle, une augmentation des coûts. Donc, des coûts, euh, des coûts de mise en place de systèmes d'information, la digitalisation, des investissements importants sur les systèmes d'information pour moderniser un petit peu ces systèmes et apporter des solutions plus modernes, les nouvelles technologies également dans la banque privée. Donc, beaucoup d'investissements de ce point de vue-là. Et puis, je le disais également, les coûts liés à la réglementation, parce qu'en fait, ce sont des grands projets qui coûtent beaucoup d'argent, la mise en place de nouvelles réglementations, il y en a tous les ans, et puis l'obligation de renforcer par des équipes de compliance également, et ça a un coût. Donc des coûts qui sont également en hausse de manière régulière ces dernières années. Donc, hausse des coûts, baisse des revenus. Donc, évidemment, les marches sont progressivement réduites. C'est assez lent, mais c'est notable. Et finalement, face à ce paysage plutôt négatif, on s'en sort bien parce que en compensation de ça, on a une augmentation de la collecte. Donc il y a de manière également récurrente une augmentation des avoirs sous gestion globalement. Donc voilà, on va compenser cette baisse de rentabilité des actifs par une augmentation des actifs. Ça, c'est le contexte lequel on vit depuis bon nombre d'années. Je pense que mes deux collègues ne me démentiront pas sur ce point dans leur pays respectifs. Donc, et alors, dans ce contexte-là, en France, nous avons un modèle de banque privée qu'on pourrait catégoriser en deux modèles. Bon. La gestion privée, d'abord, ça ne concerne pas que la banque privée. La banque privée est une partie de la gestion privée. On a aussi des gestionnaires indépendants, on a aussi des sociétés de gestion. Bon, on a d'autres acteurs qui interviennent dans la gestion privée, mais le gros de cette gestion est quand même sous la main des banques privées. Les banques privées, il y en a de deux sortes. Vous avez les banques privées qui font partie de grands groupes bancaires ou d'assurance, donc qui sont un des métiers de ces grands groupes. On va les appeler les banques privées. Alors, je parle par exemple de BNP Paribas, de Société Générale, des Crédits Agricoles, qui ont chacune d'elles des banques privées dédiées, qui peuvent être des filiales, hein, mais qui peuvent aussi être simplement des compartiments juridiques. Ce sont des banques qui visent une clientèle, en tout cas qui ont une clientèle majoritaire de ce qu'on appelle les clients privés, c'est-à-dire des clients qui ont entre 300K et 1,5 million d'euros d'actifs gérés, et un peu également et beaucoup, je dirais, de masse affluente, c'est-à-dire en dessous des 300K. Donc on est dans les premiers étages, si vous voulez, de la clientèle des banques privées selon le niveau d'assets.
leur offre est une offre assez large en termes de produits et de services et de qualité également. Et leur point fort vient de leur nature, c'est-à-dire qu'elles peuvent s'appuyer sur un groupe et elles bénéficient donc de synergies liées à ce groupe via les autres métiers du groupe comme l'asset management ou la banque de financement. Elles peuvent aussi s'appuyer sur des fonctions de support mutualisées comme des back-office. Et puis, ce qui est important aussi dans ce modèle-là, c'est que leur clientèle, ou en tout cas leur captation de nouveaux clients, est issue du réseau, donc en interne du groupe. C'est-à-dire que la banque de détail va faire monter des clients éligibles à la banque privée, la banque d'entreprise également. Donc en fait, ces banques privées de groupe capitalise énormément sur le fonds de commerce du groupe et donc sur la clientèle qu'elle va récupérer. Et donc, elles ont d'ailleurs progressivement abaissé leur ticket d'entrée ces dernières années pour récupérer un peu plus de clients. Donc ça, c'est le point fort. Le point faible, en fait, c'est que on est dans une personnalisation qui est un peu moins forte que la seconde catégorie de banque, et notamment sur l'offre de produits et services. On est moins sur du sur-mesure et un peu plus sur du prêt-à-porter, si je peux caricaturer. Le second modèle, ce sont les banques privées indépendantes. Par exemple, les Rothschild, Neuflitz, Odo en France, les banques indépendantes étrangères comme Pictet, comme d'autres banques suisses notamment, dont Philippe parlera tout à l'heure. Donc on a des indépendantes, c'est-à-dire des gens qui sont issus de la banque privée historiquement. Et donc, ces établissements-là sont des établissements qui visent des clientèles un peu plus fortunées. Hein, on n'est plus sur du high net worth et du ultra high net worth, donc tout ce qui est de 1,5 million jusqu'à 15 millions, puis tout ce qui est au-dessus de 15 millions. Donc, on est sur des clientèles beaucoup plus fortunées. On est sur une offre de services beaucoup plus pointue. Toujours aussi large, encore plus large même, mais plus pointu en termes d'expertise. Ce sont des banques qui font appel à énormément d'expertise. Et justement, donc, leur point fort, c'est cette expertise, c'est cette notoriété aussi, parce que ces banques-là sont identifiées comme des pures banques privées, alors que la banque privée de BNP Paribas ou de Société Générale ou de Crédit Agricole, elle passe avant le nom du groupe. Hein. On les connaît surtout pour le groupe et moins pour la banque privée. Un Rothschild ou un Neuflitz ou un Odo sont connus pour leur activité de banque privée historique. Donc une personnalisation également, c'est-à-dire qu'elles personnalisent leurs services et leurs produits à leurs clients. On est dans du sur-mesure là. Donc, et la qualité de service. Donc ça c'est ce qui sont les points forts de ces indépendants. Les points faibles, ce sont il y en a deux. Le premier, c'est la rentabilité. Donc, surtout l'exigence de rentabilité. Quand on apporte une telle expertise et un tel sur-mesure, ça a un coût, et donc ça suppose en face une forte rentabilité. Et l'autre, et c'est pas toujours évident de la trouver. Et l'autre point, le point faible, en tout cas le point sensible, c'est la taille de ces établissements et l'obligation pour ces établissements d'atteindre et de maintenir une taille critique. Et ceux qui n'ont pas pu maintenir cette taille critique ont été rachetés ou ont fusionné. Donc voilà les deux modèles de banques privées qu'on peut évoquer et les contraintes qu'elles doivent assumer et donc ces problématiques de coûts, de taille critique qui sont très importantes ici en France, mais je pense que Philippe et Geoffroy ne vont pas me démentir pour leur coup. Merci Olivier pour ce panorama très complet. Philippe, dans la continuité des propos d'Olivier, des défis en particulier côté suisse, des tendances, des mouvements de concentration Alors, effectivement, sur la base de ce que vient de dire Olivier, je ne vais pas redire la même chose puisque
est confronté aux mêmes défis en Suisse. C'est la raison pour laquelle, comme je disais tout à l'heure, on a vu sur les 10 dernières années une consolidation du marché des banques privées de l'ordre de 40%, ce qui démontre bien ce processus de consolidation. Ce processus de consolidation, il a d'abord été surtout touché au niveau des petits établissements qui se sont fait racheter en grande partie, sauf quelques-uns qui avaient vraiment des marchés de niche et qui ont pu faire la différence. Et maintenant, le curseur est en train de se déplacer plutôt sur les banques de taille moyenne, voire les grosses banques. Les banques étrangères en Suisse, qui étaient quand même assez nombreuses à une certaine époque, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Elles se comptent sur les doigts de la main. Donc, ça veut dire on voit la transformation de l'industrie qui est en train de venir. Et puis, à côté de ça, on a des nouveaux players qui arrivent avec les néobanques. On en parlera, je pense, tout à l'heure. Voilà. Et disons, pour en revenir aux pure players, peut-être ce que je dirais, c'est que personnellement, je pense que ce processus de consolidation va continuer sur les prochaines années pour les éléments que vient de présenter Olivier, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a encore des coûts de production qui sont beaucoup trop importants en moyenne au niveau de l'industrie. Et puis avec, je dirais, ce qui s'est passé au niveau de la libéralisation en matière de l'arrêt du secret bancaire, c'est vrai que ça a entraîné une compétitivité très forte au niveau des établissements bancaires, qui vient, pour la simple bonne raison, des clients qui aujourd'hui négocient très fortement leurs tarifs quand ils rentrent, quand ils ouvrent des comptes au niveau des banques. Voilà. Donc aujourd'hui, peut-être sur la Suisse, les priorités se focus surtout sur la partie stratégie business. On a un vrai renforcement de la relation client et l'adaptation à ces nouveaux besoins de cette clientèle, qui a quand même elle aussi beaucoup évolué, et notamment au travers de pas mal de modèles d'interaction digitale. On en parlera un peu plus tout à l'heure. Tout à fait, oui. Les deux autres points que je dirais aussi là-dessus, c'est qu'on voit que les banques, elles essayent beaucoup de diversifier leur offre produit et aussi l'accès à des plateformes de partage. Comme disait tout à l'heure Olivier, sur les grosses banques, c'est vrai qu'elles partagent, elles ont des synergies parce qu'elles ont plusieurs métiers. On voit de plus en plus maintenant des partages sur des plateformes qui permettent à d'autres divisions de la banque d'offrir, par exemple, des prestations. D'accord ? Et ça, je pense que les grands groupes internationaux, multi-industries, sont bien équipés pour faire ce genre de choses et quelque part apporter une vraie valeur ajoutée au métier. Peut-être que les pure players ont moins la capacité de faire. D'accord ? Mais là aussi, ce qui est intéressant, c'est que chacun a son segment de client, à sa cible de client, par rapport aussi à sa caractéristique d'offre, produit, service. D'accord ? Je prends un exemple très simple. Si vous avez une clientèle russe, par exemple, avec des oligarques, etc., qui nécessitent, donc là on parle d'une clientèle de personnes qui ont plusieurs centaines de millions, d'accord ? Ces gens-là, ils ont des besoins, par exemple, pour financer un jet ou pour financer du business, etc. Donc, ils ont besoin, par exemple, de lignes de crédit qui sont très importantes. Un petit banquier privé ne peut pas offrir ça. Donc, forcément, ce client-là, il va forcément aller se booker dans une banque qui va lui offrir ce service, qui va lui offrir cette facilité de service en fin de compte. Donc, c'est pour ça qu'il est très important de bien apprécier, je dirais, le modèle d'affaires de chaque établissement par rapport à son ADN, par rapport à sa cible de clientèle, par rapport à son positionnement géographique aussi. D'accord ? Voilà. Et enfin, peut-être le dernier point, ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est qu'il y a une volonté d'entrer sur des nouveaux marchés. Alors, à un moment donné, c'était beaucoup l'Asie, puisqu'on
on sait très bien que l'Asie, et notamment la Chine, c'est un des producteurs de millionnaires qui est à l'avant-garde et qui va être le cas sur ces prochaines années. C'est là où on a le plus de millionnaires chaque année. Donc forcément, ça attire et forcément, il y a beaucoup de banques privées qui ont déjà fait le pas d'aller s'installer là-bas. Alors, soit elles le font en solo, d'accord, c'est plus compliqué. Soit aujourd'hui, ce qu'on voit dans l'industrie, c'est beaucoup de partenariats, en fin de compte, avec d'autres groupes financiers qui sont peut-être mieux implantés dans ces régions-là, mais qui n'ont pas forcément encore une activité de private banking et qui trouvent là une intelligence à faire un partenariat pour marier, je dirais, les deux caractéristiques. Voilà. Merci Philippe pour ce point de vue très intéressant. Geoffroy, côté Luxembourg, des différences Oui, en tout à fait. particulier sur les challenges évoqués, où on est toujours dans la continuité, effectivement, évoquée par Olivier et Philippe? Ouais, je dirais qu'on est bien entendu dans la continuité. Tout ce qui a été exprimé est assez similaire en ce qui concerne le Luxembourg. Maintenant, moi, je voudrais peut-être juste citer deux défis qui me paraissent importants aujourd'hui pour le marché. La première, et on en parlait en introduction, c'est la maîtrise des coûts opérationnels. Aujourd'hui, c'est difficile au Luxembourg de garder des coûts dans des proportions raisonnables. Et il y a une tendance qu'on voit apparaître, qui est apparue il y a 5 ans, environ, un peu plus peut-être, à passer tout en BPO, c'est-à-dire à utiliser des services de back-office centralisés, que ce soit offerts par d'autres pôle bancaire ou par le groupe auquel appartient la banque privée. Ça ne va pas sans amener beaucoup de challenges parce que c'est pas simple de faire un carve-out de son back-office et de l'envoyer à l'étranger. C'est pas simple réglementairement, c'est pas simple opérationnellement. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui marque le paysage. Parce qu'on a ceux qui ont réussi la transition et qui bénéficient de réductions de coûts structurelles. Et puis on a ceux qui sont soit trop petits, soit qui n'appartiennent pas à des grands groupes, soit tout simplement qui n'ont pas encore pu investir dans cette transition. Et résultat, on constate un peu que le marché est un peu à deux vitesses. Il y a ceux qui réussissent à travailler sur leur coût opérationnel, il y a ceux qui ont beaucoup de mal à le faire. Voilà, et en se disant que les solutions, évidemment, derrière tout ça, c'est des solutions d'innovation technologique. On peut parler du chatbot, on peut parler de l'automatisation avec du RPA, des choses comme ça. C'est quelque chose qui aujourd'hui est absolument nécessaire pour pouvoir espérer se maintenir dans le secteur luxembourgeois. Ça, c'est un aspect. Et puis, l'autre aspect sur lequel je voulais attirer l'attention ce matin, qui me semble être un défi nouveau, qui n'est absolument pas spécifique au Luxembourg, mais je ne pense pas qu'on en ait parlé. Je suis désolé si mes problèmes techniques m'ont empêché d'entendre l'un de mes collègues l'exprimer, mais c'est un challenge qui est réglementaire, lié à SFRD principalement, donc tout ce qui est reporting autour de la durabilité des actifs. C'est un vrai challenge. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui c'est un incontournable bien sûr, mais ça demande aux banquiers d'intégrer dans son discours, de transposer dans le monde de la finance pour ses clients des choses qui n'y ont pas leur place naturellement. Historiquement, quand on a travaillé sur PRIPS ou quand on a travaillé sur MIFID, ce sont des réglementations dans lesquelles on a voulu exprimer un risque pour le client. Et quand on dit à un client, votre risque est de 4 sur 7 ou 5 sur 7, c'est quelque chose qui est audible, c'est quelque chose qui est compréhensible. Je comprends qu'à 5 sur 7, je mets à risque mon investissement. Ça, je peux le matérialiser. Mais quand on me dit qu'un investissement est plus ou moins durable et qu'il est article 6, article 8 ou article 9, moi, ça ne me parle pas. Et je pense que pour beaucoup de clients, cette notion de durabilité, de green, d'ESG qu'on veut faire passer à l'intérieur de la finance est quelque chose qui est difficile à comprendre. D'autant plus quand on dit que du coup, ça coûte plus cher. Parce que quand je vais au supermarché et que j'achète des produits bio, moi je comprends bien qu'ils sont plus chers parce que pour le producteur, c'est plus difficile, c'est plus long, c'est plus coûteux et puis il en vend moins. Par contre, quand je veux acheter un actif et qu'on me dit attention, les parts de cet actif elles sont plus chères parce qu'il est moins durable, là j'ai plus de mal à intégrer ça et je pense que pour le banquier privé, il va y avoir un véritable challenge dans les années qui viennent pour être capable de
de faire œuvre de pédagogie vis-à-vis de ses clients pour lui expliquer en quoi tout ça aujourd'hui l'impacte, alors que hier, ça n'impactait pas. Voilà. Merci Geoffroy, c'est vraiment très intéressant. Donc on voit que le panorama des défis est plutôt bien identifié. Aujourd'hui, on voit l'introduction de nouvelles technologies, de FinTech qui proposent effectivement des modèles plus transparents, plus flexibles, des parcours clients beaucoup plus intéressants, une redéfinition de la relation client. Comment ces technologies peuvent influencer le développement des banques privées? Philippe, je n'ai pas compris la question, j'ai pas compris la question, ça a coupé, Cyril. Ouais. Oui, la question est la suivante, c'est comment les nouvelles technologies dans ce contexte justement de transition du secteur de la banque privée peuvent impacter le développement de ces dernières dans les années à venir. Bon, je pense que le développement donc, des nouvelles technologies, d'abord, elles peuvent s'articuler de différentes manières, hein, les nouvelles technologies. Mais disons, le premier point, c'est effectivement, comme disait Geoffroy tout à l'heure, c'est la réduction des coûts, parce qu'effectivement, on a toujours des coûts de production qui sont beaucoup trop importantes. Et puis, elles permettent aussi beaucoup, en fin de compte, ces nouvelles technologies, de industrialiser beaucoup de tâches et d'activités, et donc de rendre un peu plus les processus beaucoup plus lean des banques privées, ce qui nous permet en fin de compte là aussi d'économiser pas mal d'argent. Enfin, je pense que ce qui est important de dire, c'est qu'il n'y a pas que les aspects d'optimisation sur des processus ou des changements de plateforme informatique ou des choses comme ça qui touchent que les aspects de production, mais il y a aussi toute une réflexion maintenant qui se passe sur l'ensemble de la chaîne de valeur, parce qu'en fin de compte, on se rend compte qu'il y a de l'argent à aller chercher un peu partout sur la chaîne de valeur, et pas seulement au niveau des back-office ou de l'IT, etc., mais aussi au niveau des fonctions de support, aussi au niveau des métiers. Ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, je pense, c'est que ces nouveaux outils ces nouveaux outils digitaux, en fin de compte, ils permettent d'assister les banquiers de manière à ce qu'ils soient beaucoup plus efficaces, efficients dans leur manière de travailler, dans leur manière de travailler la clientèle. On voit que toutes les banques de la place se dotent de CRM qui sont extrêmement sophistiqués et qui leur permettent à la fois de gagner du temps, à la fois de permettre d'être en complète réglementation. Donc, ça facilite, en fin de compte, énormément de choses et ça permet là aussi de réduire les coûts et d'être beaucoup plus compétitif. D'accord ? Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Alors, après, sur, par exemple, la partie relation client, on se rend compte, par exemple, en Suisse, qu'on utilise peu encore aujourd'hui tout ce qui est multicanal. Par exemple, tout ce qui est application mobile. Alors ça, c'est quelque chose qui vient maintenant depuis 2 ans un peu plus agressif, où toutes les banques de la place veulent offrir de l'application mobile à leur clientèle. D'accord ? Mais ça représente aujourd'hui à peu près 1/3 des acteurs. Et on se rend compte que ce n'est pas de l'application mobile comme on peut voir, par exemple, dans les pays comme la Chine, d'accord, où on peut faire du transactionnel. Là, c'est vraiment un accès pour voir, en fin de compte, ses portefeuilles, ses positions, etc. Mais ça ne permet pas aujourd'hui de faire du transactionnel, etc. C'est vraiment assez limité, en fin de compte, d'accord ? Tout ça pour des raisons surtout de sécurité et puis aussi d'investissement technologique pour interconnecter tout ça. Il faut dire que le monde de la banque privée et de la production de la banque privée, c'est un monde assez complexe quand même, hein. C'est pas des systèmes simples, d'accord ? Il y a beaucoup de contrôle. Donc, c'est ça aussi qui est très, très coûteux, quelque part. Donc, voilà. Après, les autres
dirais, les autres chemins, comme par exemple le marketing digital, là, c'est très, très peu utilisé au niveau des banques privées en Suisse, très, très peu. D'accord. Et puis tout ce qui est réseaux sociaux, là aussi, c'est vraiment un minimum. C'est-à-dire qu'on veut être un peu présent, style un peu comme une vitrine, mais ça s'arrête là, quoi. On ne veut pas aller tellement plus loin dans l'utilisation finalement de ces médias. Voilà. Donc, là, je dirais, pour terminer mon propos, que la digitalisation de la relation client, pour le moment, elle reste quand même assez timide dans l'univers des banques privées pure player suisses, d'accord. Mais on voit que avec toute l'émergence des fintech, des welltech, tout ce qui se passe, on voit qu'il y a un aiguillon qui pousse comme ça un peu plus chaque année et doucement, doucement, on avance, mais on y va timidement. Voilà. Alors, peut-être un des pendants auxquels les banques privées doivent faire face aussi par rapport à cette recrudescence technologique, c'est un des défis qui commence à venir maintenant, c'est tout ce qui est cybercriminalité, avec des systèmes de ransomware. Moi qui suis dans plusieurs conseils d'administration de banque, je peux vous dire qu'on est extrêmement sensible à ce sujet-là, parce qu'il n'y a pas un jour qui se passe sans avoir des attaques de cybercriminalité qui aujourd'hui sont basées sur le vol de vos données clients et pour pouvoir ensuite faire du rançonnage et puis vous prélever de l'argent. Donc voilà, on est vraiment à ce niveau-là aujourd'hui. Merci Philippe. Olivier, sur Paris, on a un peu les mêmes tendances d'innovation, d'implémentation de la technologie. Oui, oui, avec les caractéristiques françaises, c'est-à-dire que la France étant un modèle très concentré avec des grands groupes bancaires et, et un peu moins d'indépendants, contrairement à la Suisse, on est plutôt dans un schéma un peu inverse. Les tendances en matière d'innovation, elles sont portées par les grands groupes bancaires, qui ont évidemment plus de moyens pour ça. Donc en fait, on a assisté, et c'est toujours un peu le cas, finalement, à des efforts d'innovation essentiellement dans la relation client. Donc avec des outils qu'on mettait à disposition des clients, qui leur permettent d'avoir une vision globale sur leur situation, sur leur portefeuille, avec une richesse d'informations qu'on n'avait jamais vue jusqu'ici, et une instantanéité, hein, puisqu'elles ont accès à ces informations-là depuis leurs applications clients, leurs mobiles notamment, leurs tablettes, etc. On leur offre aussi maintenant des solutions d'arbitrage. On leur permet, grâce à des conseils personnalisés, de pouvoir intervenir en arbitrage. On met en place des robots advisors bon, pour faciliter l'allocation d'actifs, essentiellement pour les clientèles mass affluente et clients privés. On met en place de la communication d'informations financières beaucoup plus riches qu'avant, des analyses qui sont poussées vers la clientèle, les médias sociaux, Philippe en parlait. C'est sûr que c'est moins vrai chez les indépendants que les groupes bancaires dont font partie les banques privées affiliées. Et puis, on voit apparaître aussi des solutions de sécurité. Philippe parlait de cybercriminalité. En contrepartie, on voit des solutions qui sont offertes aux clients en termes de coffre-fort électronique, par exemple, des choses comme ça. Donc, voilà, mais on voit bien que, dans un premier temps, c'est une tendance qui a visé surtout la relation entre le client et le banquier, pour faciliter la vision du client et pour aider le banquier dans son travail avec son client. Okay. Et puis, les fintech ont créé quand même finalement un vrai changement par rapport au passé, l'arrivée des fintech. Pourquoi? Parce que, alors d'abord, elles ont été vues comme des concurrents. Les banques ne savaient pas faire ce que faisaient les fintech, et donc elles ont pris peur.
Olivier, rapproche-toi du micro parce qu'on ne t'entend pas très bien. Ah, Voilà. d'accord. C'est mieux comme ça. Ah, beaucoup mieux, oui. Ouais. Donc elles ont été vues d'abord comme des concurrents sérieux, elles ont été compétiteurs, et puis finalement elles ont compris qu'il fallait travailler avec les fintechs, et elles ont mis en place des partenariats parce que les fintechs doivent être vus comme des briques qui peuvent enrichir la chaîne de valeur des banques et notamment des banques privées. Euh, donc, ces grands groupes bancaires, essentiellement, ont mis en place des labs, qui travaillaient d'ailleurs sur Finance Innovation avec pas mal de ces labs, qui sont en fait des formes d'incubation, de partenariat, qui regroupent des fintechs et qui les font travailler avec les métiers des banques. Et on arrive comme ça, soit à soit à l'implémentation d'offres de certaines fintechs dans la chaîne de valeur des banques, soit même carrément le rachat des fintechs quand c'est plus intéressant pour la banque. Et puis aussi, on voit aussi le renforcement des départements innovation. C'est des départements qui n'existaient pas il y a encore une bonne dizaine d'années. Hein. Et donc, des départements qui se renforcent qui travaillent beaucoup justement pour faire avancer les grandes banques et notamment les banques privées. Les briques dont je parlais tout à l'heure, elles se voient, comme l'a dit Philippe, elles se sont vues dans un premier temps focalisées sur le début de la chaîne de valeur, c'est-à-dire le client et la relation client avec son banquier. Mais en réalité, finalement, elles ont une valeur ajoutée sur toute la chaîne de valeur. Et on voit des expériences en cours sur la gestion, donc sur tout ce qui est conseil en gestion, sur l'exécution, avec des sujets de trading notamment. Le reporting client. Donc le reporting client, il est beaucoup plus riche quand on travaille avec des offres des fintech. Donc vous voyez, en fait, les fintech, elles ont une valeur ajoutée sur l'ensemble de la chaîne de valeur des banques et notamment des banques privées. Et après un premier frisson des banques par rapport aux fintech, elles travaillent maintenant la main dans la main avec certaines d'entre elles. Elles les font travailler, elles les incubent et puis elles utilisent leurs solutions quand ça vaut la peine. On voit parler de néobanques privées. On a pas mal parlé de néobanques ces dernières années avec Revolut, N26 et autres, mais on n'avait pas encore entendu parler de néobanques privées. On en est au tout début, je dirais. Ici en France, il y a un exemple, je crois, NBK qui s'est lancé là-dedans. En Suisse, je pense que Philippe pourra nous parler d'Alpion notamment, peut-être plus sérieux. Ces néobanques privées, en fait, elles visent principalement, pour l'instant en tout cas, hein, elles visent principalement un positionnement mass affluent. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont offrir un peu plus que la banque de détail classique, donc avec un peu de conseil, un peu de gestion sous mandat quelquefois, mais pour une clientèle vraiment masse affluente, puisqu'on peut y rentrer à partir de 30 000 euros d'actifs. Donc, elles vont viser probablement ces premiers étages de la clientèle de banques privées pour lesquelles on n'a pas nécessairement besoin d'un tel niveau d'expertise. Et donc, l'automatisation qui est apportée par les néobanques privées peut suffire à cette clientèle-là. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant sur les tendances qu'on a pu constater ici en France dans le domaine de l'innovation. Merci Olivier. Geoffroy, sur ces tendances d'innovation, un petit mot côté Luxembourg. Je crois que Geoffroy a du mal à nous entendre. Geoffroy, tu ne nous entends plus. Geoffroy, il est figé. J'entends pas Cyril. Tu m'entends pas? Je suis désolé. On est plus fort en banque privée qu'en télécommunication au Luxembourg. Prévenez-moi si on m'entend plus. On t'entend, Geoffroy. On t'entend bien. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je pense que les tendances sont assez similaires au Luxembourg. Maintenant, ce qu'il faut noter, c'est que le Luxembourg est quand même un pays plus petit avec des banques qui sont structurellement plus petites. Et donc,
pour des raisons de taille critique, on voit peu à ce stade, en tout cas, c'est pas en train de transformer la banque privée, des technologies plus un peu gadget comme du robot advisory, du coffre-fort électronique, la blockchain. Il y a des initiatives, on en voit, ça se fait, mais aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui change radicalement le fonctionnement de la banque privée. Et c'est des choses qui sont testées souvent plus dans le circuit de la banque de détail. Maintenant, là où je voulais mettre le doigt sur des innovations qui me semblent intéressantes aujourd'hui au Luxembourg, c'est notamment sur la signature électronique. Alors, je ne sais pas à quel point c'est une innovation dans vos marchés à vous. Au Luxembourg, c'est quand même quelque chose, je disais, l'omnicanal est quelque chose de récent, la signature électronique également. J'invite d'ailleurs tous les participants à aller sur notre site internet sur lequel il y a un article un rapport qu'on a rédigé sur la signature électronique qui peut être assez enrichissant. Mais cette signature électronique, elle répond au Luxembourg à une évolution. Je le disais, on est passé à du ultra-high, des gens qui se font représenter, qui ne viennent plus en personne. L'historique des petits salons feutrés avec petites tasses de café en porcelaine et stylo Mont Blanc pour signer les contrats, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, n'existe quasiment plus. Et la signature électronique, elle a permis cette transformation-là. Elle l'a accompagnée, elle a été sollicitée beaucoup au cours des années de pandémie. Ce qui est très intéressant de noter, je trouve personnellement, c'est que cette innovation, elle ne vaut rien, pour autant que la réglementation ne suive pas. Et aujourd'hui, c'est parce que la législation locale permet la signature électronique que la signature électronique est une innovation à très forte valeur ajoutée dans le marché luxembourgeois. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit parce qu'il y a beaucoup d'innovations qui sont bloquées par la réglementation, par la législation, et qui, en évoluant de concert, peuvent apporter beaucoup au monde de la banque privée. Et pour parler peut-être de technologies moins visibles également, ce qu'on voit pas mal au Luxembourg, ce sont les technologies autour de l'intelligence artificielle, notamment et en particulier sur tout ce qui est traçage des suivi des transactions litigieuses dans des contextes anti-blanchiment, poursuite de la fraude. On a la visite du GAFI qui est prévue l'année prochaine au Luxembourg, et ça forcément, ce sont des choses sur lesquelles les banques luxembourgeoises mettent l'accent aujourd'hui. Voilà pour le côté un peu innovation, mais bien sûr, j'aurais pu dire tout ce que vous-même avez dit, messieurs, sur le sujet. Bien sûr. Merci Geoffroy. Le temps passe très très vite. En guise de conclusion aujourd'hui, comment voyez-vous le secteur évoluer? Quel est son avenir? Olivier évoquait l'émergence de néobanques privées. Philippe parlait de la consolidation du marché. Enfin voilà, comment voyez-vous, en quelques mots rapidement, parce qu'on a des questions au niveau du chat très intéressant que je souhaiterais vous poser. Comment voyez-vous le secteur évoluer? Geoffroy, tu peux nous donner ton avis sur ce point-là? Si tu m'entends bien? Hop, je réactive mon micro. Je t'entends bien, Cyril, merci. Excuse-moi. Voilà, il fallait juste que je réactive mon micro. Il va y avoir forcément des évolutions et des adaptations encore dans le futur. Je pense d'abord qu'il y a une évolution qui est évidente et qui est en cours actuellement, c'est que le type d'actif qui est en portefeuille au Luxembourg a une forte tendance à évoluer suivant toujours la démarche d'arrivée d'individus à très haut potentiel. Et aujourd'hui, les banques doivent s'équiper pour être capables de traiter en portefeuille du private equity, du real estate, de l'art, des choses comme ça, qui historiquement n'étaient pas nécessairement gérées et qui aujourd'hui, il faut être honnête, dans beaucoup d'outils ne sont pas du tout gérés de façon adaptée. Donc ça, c'est des choses qui vont bouger, qui sont en train de commencer à bouger. À mon avis, il y a un autre facteur qui est très important, c'est ce que moi j'appelle un peu l'aplatissement de la banque privée. C'est-à-dire que la banque privée, c'était quelque chose historiquement d'assez complexe, avec du front, avec du middle, avec du back. On a déjà parlé du back avec la transformation de type BPO qui va amener des challenges de sécurisation importants et j'espère d'amélioration de la technologie de communication, parce que mes soucis ne s'améliorent pas. Mais donc sécuriser, stocker les données à distance, l'accompagner d'une réglementation qui permet ce stockage à distance. Le Luxembourg
a toujours été un peu frileux sur l'externalisation des données. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, sur lequel on va beaucoup travailler. Et on parlait du front, de l'omnicanal, les gens qui restent à distance, qui ne viennent plus en personne. Avec ces technologies, le deepfake est quelque chose qui se développe énormément et qui est extrêmement accessible. Aujourd'hui, dans cette conférence, vous seriez absolument incapable de dire si c'est moi qui parle ou si c'est quelqu'un qui se fait passer pour moi et qui dit à peu près ce qu'il a envie. Je pense être raisonnablement cohérent. Si je ne suis pas cohérent, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui parle à ma place. Mais donc, avec ces couches de communication qui évoluent, avec cette omnicanal, il va falloir développer, si ce n'est pas encore fait, des technologies qui permettent de se protéger contre le piratage. Philippe parlait des ransomware, etc. Le piratage, le deepfake, ce sont des choses auxquelles les banques vont être exposées dès aujourd'hui et contre lesquelles elles doivent travailler. Et puis, dernier élément, à mon avis, c'est le middle office a tendance à, c'est ce que je parlais de l'aplatissement de la banque privée, le middle office a tendance à s'écraser parce que ces fonctions de transfert, ces fonctions de communication interne aux banques sont de moins en moins utiles et de plus en plus automatisées, de plus en plus ce qu'on peut appeler le business in a chip. Il y a de plus en plus de choses qui sont faites automatiquement par de l'intelligence artificielle. Et donc là, il va falloir aussi travailler sur tous les mécanismes qui permettent à cette intelligence artificielle d'éviter de faire n'importe quoi et à ce business in a chip d'être effectivement porteur de réduction de coûts pour les entreprises, parce qu'entre-temps, il va falloir investir dans toutes ces technologies dont je parlais, et ça, c'est plus facile. Dernière chose que je voulais dire en termes d'évolution, c'est que la banque privée, avec toutes ces transformations dont on a parlé, avec toutes ces complexités, avec tous ces doutes, la banque privée, elle devient très diffuse, très confuse, très difficile à cerner. Avant, la banque privée, c'était un bâtiment dans lequel il y avait des gens, et puis j'y allais parce que j'avais confiance dans leur capacité à traiter ma situation en banque privée. Aujourd'hui, la banque privée, c'est plus tout à fait des bâtiments, c'est plus tout à fait des gens qui sont à l'intérieur, qui sont loin, je leur parle à distance, etc. Et il va y avoir une difficulté sur la confiance. Et s'il n'y a plus de confiance en banque privée, il n'y a plus de banque privée. Et pour maintenir cette confiance, je pense que la difficulté dans le futur, pour les banques privées, ça va être de trouver des technologies, on peut parler de toutes les technologies, mais surtout des technologies qui vont leur permettre d'entretenir, de développer, de maintenir la confiance des clients dans la capacité de la banque à se saisir de leurs intérêts et à opérer pour leurs intérêts. Voilà, à mon avis, beaucoup d'évolutions en perspective et très excitantes certainement. Je crois que Cyril nous a quittés. Philippe, on est tous les deux. Les aléas du direct. Bon, allez, du coup, je reviens. Voilà. Est-ce que vous m'avez entendu quand même? On t'a entendu, oui. Ok, ça va. Ouais, oui, c'était très bien. J'ai eu un petit problème technique aussi de mon côté. Comme quoi, sur Paris aussi, il y a encore des progrès à faire en termes de technologie. Philippe, sur l'environnement suisse. Écoute, moi, je vais être très synthétique parce que oui. je vois que l'heure tourne. Oui. Ce n'est pas tellement pour moi parce que j'ai du temps, mais c'est plutôt pour les personnes qui ont été assez sympas de se connecter. Merci, Philippe. Je dirais très rapidement, ma vision, c'est poursuite de la consolidation du marché. Probablement, je pense que dans 5 à 10 ans, on aura un tiers de moins des banques privées, pure player. Poursuite et accélération de la digitalisation sur un peu tous les domaines qu'on a discutés préalablement. Et puis, arriver de nouveaux acteurs sur le marché avec les néobanques, avec les nouvelles plateformes, parce qu'il y en a plusieurs maintenant qui se créent. Dernièrement, il y a la Bourse suisse qui a créé une nouvelle plateforme pour traiter seulement tout ce qui est asset digital. Donc on voit l'émergence de nouveaux acteurs très axés sur la digitalisation. Donc voilà un peu ma picture pour en tout cas la Suisse sur ces prochaines années. Merci Philippe. Olivier, pour conclure ces échanges très intéressants. Merci. Alors, moi, je regarderais ça de deux points de vue. Le point de vue de la banque, d'abord. Je pense que du côté des banques affiliées, on va poursuivre fortement la digitalisation, mais avec l'objectif
d'automatiser le plus possible pour réduire les coûts. On est dans une forme d'industrialisation qui ne veut pas le dire parce qu'on est dans la banque privée, donc on ne peut pas parler d'industrialisation, mais c'est quand même un peu le cas, mais avec l'objectif de ne pas perdre en qualité, de ne pas perdre en qualité de service, mais en augmentant l'automatisation. C'est un objectif de productivité. Du côté des indépendants, on va également poursuivre la digitalisation, mais de manière plus lente, avec non pas l'objectif de productivité, mais davantage un objectif de qualité et d'enrichissement de la relation client et de la qualité de service. Donc on n'est pas dans le même objectif. C'est d'ailleurs l'objectif lié à l'enjeu de ces deux types d'établissements, hein, et on va le retrouver dans leur prise en compte de la digitalisation. Il y en a un qui va le faire parce qu'il va vouloir être encore plus productif et un autre qui va le faire pour être encore plus expert et de qualité. Ce n'est pas tout à fait les mêmes enjeux, mais c'est la nature même de ces deux types d'établissements. Du point de vue du client, on verra de plus en plus l'usage de nouvelles technologies, hein, et d'outils digitaux, bien sûr. Les clients de la banque privée sont pas moins technophiles que les clients de la banque de détail. Voilà, hein, ils sont aussi demandeurs de ce genre de technologie et de services. Mais ils vont demander davantage encore d'expertise. Donc, il faut voir que la technologie, finalement, elle a pris une partie importante des tâches du banquier privé qu'il faisait avant. Donc, les clients veulent bien eux-mêmes participer à ces tâches-là, puisqu'ils font des choses par eux-mêmes qu'ils ne faisaient pas avant. Par contre, ils attendent du banquier privé, de ce fait, une plus grande expertise et un plus grand service à valeur ajoutée que par le passé. Donc, on va là aussi vers un essor de la digitalisation, mais au service du client. Voilà. Très bien. Merci à vous pour ces échanges très intéressants. Alors, on a beaucoup de questions, mais je ne pourrais pas toutes les poser, donc j'aurai une approche un peu discriminatoire et je m'en excuse. Alors, j'ai une question de Driss Lamrani qui pose la question suivante. Quelles sont les principales technologies recherchées par le secteur pour améliorer leur coût opérationnel en Suisse, en France et au Luxembourg? Geoffroy, tu veux commencer à y répondre? Je pense qu'on en a beaucoup parlé. Rapidement, en synthèse, pour améliorer RoboAdvisor, le côté opérationnel, il y a, à mon avis, des technologies d'automatisation autour de tout ce qui est robotisation, le RPA notamment. C'est quelque chose qui commence à se faire et qui a quand même une valeur ajoutée intéressante. Je ne sais pas si mes collègues veulent compléter. Enfin, on peut repartir pour une heure de conversation sur les enjeux opérationnels et la capacité à les en une minute, c'est le challenge. On peut ajouter, je ne sais pas si vous m'entendez, on peut ajouter également la technologie blockchain qui, et Philippe d'ailleurs peut en parler mieux que moi, hein, puisque ça se fait, il y a des choses qui se font en Suisse là-dessus, qui peut améliorer les traitements et donc réduire les coûts. On va effectivement, le sujet vis-à-vis du client, il est très développé aujourd'hui. Il y a beaucoup de solutions. Alors, elles vont se répandre parce que tous n'ont pas les mêmes outils, hein, bien sûr. Donc, elles vont se répandre et permettre et faciliter la relation client et la gestion des portefeuilles. Par contre, en interne, on va essayer d'automatiser, à l'intérieur de la banque, on va essayer d'automatiser le plus possible de choses de manière à réduire les coûts. Voilà, et donc toutes les solutions fintech, toutes les technologies type blockchain vont être des solutions qui vont permettre justement l'amélioration de ces coûts par une automatisation. On en est au tout début de l'utilisation des blockchains pour l'industrie de la banque privée et elle a un avenir énorme. Nous, on travaille sur certains projets ici, par exemple, de transfert de tout ce qui est KYC
d'entreprise entre les banques dépositaires, donc les banques privées dépositaires et par exemple les gérants de fortune externes ou les sociétés de trust. Et là, vous avez des systèmes qui vont énormément faciliter le travail des gens, aussi bien dans les banques qu'au niveau des gérants externes, et où ça industrialise toutes sortes de tâches et dans une dimension complètement sécurisée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en fin de compte. Donc voilà, ça c'est un petit exemple. Si vous voulez jeter un œil sur ce que fait par exemple la société, le projet We Can Comply, je vous invite à regarder ça sur Internet et vous serez assez bluffé de ce qui est fait aujourd'hui. Voilà. Merci à tous. Une deuxième question est probablement la dernière parce qu'il est déjà 11h06 et que nos participants quittent le forum. Quelle est l'évolution? Alors, c'est une question d'Emmanuel Gestin. Quelle est l'évolution du marché en termes de produits-services? Lesquels diminuent, lesquels augmentent? Vers quoi se dirige la demande? Olivier? Au niveau des produits et des services, il y a une vraie richesse en banque privée d'offres de services et de produits. Après, il y a aussi la conjoncture qui veut que, évidemment, les taux bas font que les gens se positionnent sur des produits différents, des produits différents de taux. Donc, on a le marché action qui est très, très élevé. C'est pour ça d'ailleurs que les places sont hautes. On a aussi des produits de plus en plus sophistiqués, des produits structurés, des produits de financement. Alors, là-dessus, je pense que Philippe peut mieux en parler que moi parce qu'en Suisse, on est encore plus pointu sur ces sujets-là. L'industrie française de la banque privée est une industrie de volume, même s'il y a des gens très fortunés et même s'il y a des expertises assez pointues. Le pays qui est le plus avancé en termes de sophistication, c'est la Suisse. Et donc, je pense que Philippe, tu peux peut-être répondre un peu plus. Oui, non, mais je pense que tu as déjà bien répondu. Je pense que aujourd'hui, il faut corréler la réponse par rapport à un contexte de marché. C'est sûr qu'avec des taux négatifs, avec des bourses qui tirent dans tous les sens, avec les nouvelles technologies qui impactent le monde dans toutes les dimensions, ben oui, on a aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, les gens sont très porteurs sur tout ce qui est produits structurés, sur toutes les thématiques en matière d'innovation, que ce soit dans les secteurs médicaux, que ce soit dans les secteurs de la finance, etc. Après, vous avez à côté de ça une émergence dans tout ce qui est produits digitaux. Alors, on est en train de plus en plus de parler des cryptos parce qu'on est bombardé de tous les côtés avec les histoires de Bitcoin, etc. Mais ça, c'est qu'un petit bout de l'équation. Il y a toute la problématique des tokens, donc la tokenisation d'actifs qui est en train de venir. Et ça va être une énorme vague sous différentes formes. Voilà, ça, c'est des choses qui sont là, qui sont en train de venir, qui sont aux prémices parce que finalement, aujourd'hui, il n'y a pas encore suffisamment de plateformes pour créer un second marché, pour pouvoir proprement négocier ces nouveaux titres, en fin de compte. Hein. Mais ça va venir très vite. Et voilà, et ça, c'est en fonction du contexte du marché et de la demande des clients. En fin de compte, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les banques ne se positionnent là-dessus que timidement parce qu'elles n'ont pas forcément la réglementation en place, elles n'ont pas forcément les structures et le moyen de contrôle au niveau des risques. On a parlé beaucoup de blanchiment pour tout ce qui est Bitcoin, etc. Aujourd'hui, c'est ce qui freine quand même les banques de traiter ce genre de produits. Et puis, en parallèle de ça, on n'a pas encore des plateformes qui permettent d'apporter cela. Mais on y va timidement. Et on y va timidement quand même parce qu'il y a une demande des clients pour ces nouveaux produits, d'accord ? Et voilà, c'est ce qui drive le marché. Très bien. Écoutez, peut-être Geoffroy, tu veux conclure sur ce point-là ?
Non, moi, j'ai pas entendu la moitié de ce qui s'est dit, alors je vais m'abstenir, donc je suis désolé, mais je suis toujours d'accord avec mes collègues dans tous les cas. On pourrait rajouter, pour illustrer la partie conjoncturelle, un engouement sur les produits non cotés, enfin sur les investissements non cotés, tels le private equity. Mais ça prouve bien, en fait, finalement, que les clients, ils recherchent du rendement sécurisé. Aujourd'hui, le rendement, il n'est pas sur les taux, donc on se positionne sur d'autres types de rendements, les marchés actions et puis le non-coté. Voilà. Mais finalement, on n'a pas inventé de nouveaux produits réellement, à part les cryptos, mais on n'a pas inventé de nouveaux produits, c'est simplement des déplacements par rapport aux situations conjoncturelles du marché. Très bien. Ce qu'on peut peut-être juste dire, je ne sais pas si ça a été dit, mais ce que vient de dire Olivier me l'inspire, c'est que je pense que ce qui est intéressant dans cette transformation, c'est qu'on va vers des actifs que les gens comprennent. Du real estate, les gens comprennent. Le private equity, c'est l'entreprise de ma famille, je comprends. On vient de produits qui ont été excessivement complexes, dont les gens ne comprenaient pas le début, la moitié, la fin, rien. Ça a provoqué des crises énormes, on l'a vu, je ne reviens pas sur les subprimes. Aujourd'hui, on a des actifs beaucoup plus sains et je pense que ça, c'est une perspective très positive pour la banque privée. Très bien, parfait. Écoutez, moi, je vous propose de terminer en fait ces échanges. Ça a été très riche, très intéressant. À mon avis, il faudra qu'on fasse une deuxième édition de ce webinaire sur d'autres enjeux, d'autres angles, notamment l'approche technologique, parce qu'on a plein de questions. Et du coup, encore merci à vous. Merci beaucoup Cyril et merci à toute votre équipe. C'était vraiment très intéressant de pouvoir échanger. Un grand merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.